Awa Donmelo, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous le rôle grandissant de la Russie en Afrique depuis 5 ans? Il faut dire que l'histoire de la Russie avec l'Afrique a commencé par la lutte anticolonialiste. Et donc, ce CV-là pèse lourd dans les relations entre l'opinion publique africaine et puis la Russie. Et aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où les peuples africains sont en train de lutter pour faire sauter les derniers liens qui unissent encore les anciennes puissances coloniales et puis l'Afrique. Et il est bien évident que son influence ne peut que grandir au vu du CV de la Russie en Afrique, qui a commencé par se positionner du bon côté de l'histoire des peuples africains dans les années 45-60, lorsque les pays africains luttaient contre la colonisation. En Centrafrique et au Mali, la Russie est vue comme une alternative à la France. Quelle est, de votre point de vue, la différence d'approche entre les Français et les Russes? La France a un lien historique qui a commencé par la colonisation et qui se poursuit aujourd'hui par ce qu'on appelle la France-Afrique. La France a signé des accords de coopération qui font qu'elle a des avantages préférentiels. D'abord, l'accès au marché africain et puis aussi l'accès aux matières premières. Et donc, ces avantages-là font que la France a beaucoup plus une tradition de coopération de type colonial et néocolonial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez les pays africains, surtout de l'Afrique francophone, vous voyez que ces pays-là peinent à sortir de leur sous-développement justement à cause de ces liens coloniaux-là. Et donc, l'approche doit changer du côté de la France. Je pense qu'il est bon de prendre conscience que les derniers liens coloniaux qui existent encore entre la France et les pays francophones doivent sauter. Je pense notamment à la question monétaire, à la question militaire et puis aussi à la question de l'économie des matières premières. Pour moi, ces trois dimensions-là doivent être revues de long en large. De l'autre côté, vous avez la Russie qui se positionne. La Russie est beaucoup plus en attente des propositions venant des pays africains que l'inverse, parce que vous ne verrez jamais les Russes venir imposer une politique à un pays africain. Ça, c'est pas possible. Mais n'y a-t-il pas des entreprises minières russes qui s'intéressent à certaines matières premières africaines comme la bauxite de Guinée-Conakry? Vous savez, l'accord entre la Guinée et la Russie était un accord d'abord militaire. Mais comment financer cet accord militaire-là? Ça a été par le biais de la bauxite. Et donc, c'est, je dirais, comment financer ces accords-là qui amènent la Russie à s'intéresser à certains produits miniers. Donc, elle opère dans le secteur minier pour financer ces accords de coopération avec ces différents pays-là. Mais elle n'est pas un acteur majeur. Vous prenez en Guinée, l'acteur majeur dans le secteur de la bauxite, c'est les Américains, c'est les Chinois. La Russie a une part très minime. Mais cet accord militaire entre Moscou et Conakry date de quand? Ça, c'est depuis le début de l'indépendance. Depuis les années Sékou Touré, oui. Oui, c'est depuis les années Sékou Touré. C'est à cette époque-là que cette politique a été mise en place. Sékou Touré n'avait pas les moyens de financer cet accord militaire-là. Donc, c'est par le biais de la bauxite que cet accord-là a été financé. Et vous dites qu'à la différence de la France, la Russie n'a pas d'influence militaire en Afrique, mais n'y a-t-il pas le groupe Wagner en Centrafrique et au Mali? Le groupe Wagner, c'est ce qu'on appelle dans le jargon moderne. Vous savez, depuis que les pays occidentaux ont commencé à réduire leur budget, ils ont sollicité les services des sociétés militaires privées, ou je dirais des Bob Denard modernisés. Il y a plusieurs groupes comme ça en Afrique, que ce soit des groupes américains, que ce soit des groupes français, à travers des anciens gendarmes comme Robert Montoya ou Paul Barry. On constate que de plus en plus, les sociétés militaires privées gagnent du terrain en Afrique. Et donc, si le Mali estime que ça peut leur apporter, c'est leur droit. Que la Centrafrique estime que ça peut leur apporter, c'est un droit. Mais il est aujourd'hui temps que les pays africains, sur le plan de la défense et de la sécurité, s'assument pleinement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que des sociétés militaires privées comme le groupe Wagner prennent la place des armées nationales. S'ils sont là, ils doivent aider les forces de défense et de sécurité à augmenter en puissance et en force pour assumer leur défense et leur sécurité. Est-ce à dire qu'une société militaire privée comme le groupe Wagner, ce ne sont pas de simples instructeurs, comme disent officiellement les autorités maliennes? C'est des instructeurs, puisqu'ils sont là pour former et aussi pour transformer les forces de défense et de sécurité. Mais ce sont des combattants. Tout militaire est un combattant. Les anciens gendarmes de l'armée française qui ont combattu auprès des rébellions et des putschistes africains, on les connaît. Bob Denard a été un grand combattant. En Centrafrique comme au Mali, le groupe Wagner est pointé du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme. Est-ce que vous ne craignez pas que ces exactions puissent ternir l'image de la Russie en Afrique?
Non, c'est des sociétés privées. C'est comme si on me disait, c'est vrai que l'image de Bob Denard, etc., n'est pas reluisante et que c'est reproché à la France d'avoir utilisé ces services-là. Oui, certes, le groupe Wagner est une société privée, mais elle est dirigée par M. Prigojine, qui est très proche du président russe, Vladimir Poutine, et elle combat actuellement à Bakhmout face aux forces ukrainiennes, aux côtés des forces russes. Bouygues, Bolloré, etc., ils sont proches du gouvernement français. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils perdent, du coup, leur statut de société privée. Non, je suis désolé. Ce que je veux les dire, arguments ne tiennent pas la route. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous ne craignez pas que les exactions dénoncées ne ternissent non seulement le groupe Wagner, mais l'image de la Russie, tout simplement? Vous savez, aujourd'hui, les droits de l'homme sont instrumentalisés à travers le monde entier. Il y a des gens qui ont le permis de tuer. Quand ils tuent, c'est silence radio. Il y a d'autres qui n'ont pas ce permis-là. Quand ils tuent, évidemment, ils sont épinglés. Donc, la question des droits de l'homme, eh bien, en Occident, on cherche à instrumentaliser cette question-là parce qu'on voit le silence que les Occidentaux observent quand eux-mêmes ils sont responsables de ces exactions. Mais on voit comment ils montent en épingle. Moi, je me souviens du cas de la Côte d'Ivoire où on a accusé Laurent Gbagbo de tous les maux et on s'est rendu compte, en fin de compte, qu'il est innocent. Donc, je veux dire que cette instrumentalisation-là aussi a ses limites. Nous, en Afrique, on n'y croit plus, pour être franc. Dire que tel type a violé les droits de l'homme, tel autre ne l'a pas violé, on voit ce qui est dénoncé et ce qui est caché. Et donc, pour nous, la question des droits de l'homme, aujourd'hui, est devenue un instrument de politique des grandes puissances. Awa Domelo, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février dernier, les Africains sont divisés. Est-ce que l'annexion officielle par la Russie de Vladimir Poutine de 4 provinces ukrainiennes, c'était le 30 septembre, n'a pas suscité beaucoup d'inquiétude chez les chefs d'État africains qui sont, comme vous le savez, très attachés à la souveraineté et aux frontières? Je crois que ça a soulevé beaucoup d'inquiétudes en Occident. Vous savez, souvent les Occidentaux cherchent à partager leur inquiétude avec nous, pays africains. Mais nous, en Afrique, on observe une certaine neutralité vis-à-vis de ce conflit-là. Lorsque vous prenez les provinces qui ont... Quand vous allez en Russie, parce que moi je vais tout le temps en Russie, et je vais aussi en Europe, je viens aussi en Afrique, donc j'essaie d'écouter un peu tout le monde. Les arguments qui sont avancés par les Russes ne sont pas les mêmes arguments que les Occidentaux avancent. Ils estiment qu'il y a eu des élections, ils estiment que les peuples ont le droit de s'autodéterminer, et ils estiment que s'ils s'autodéterminent pour s'allier à la Russie, c'est tout à fait normal que la Russie les accueille. Et donc pour eux, ils ont une autre vision. Oui, mais vous voyez bien, Awa Domelo, que le vote de certains pays africains a changé entre le mois de mars et le mois d'octobre, suite justement à l'annexion officielle de 4 provinces ukrainiennes par la Russie. Mais c'est leur droit. Chacun a sa grille de lecture. Il y a 2 principes dont il est question. D'abord, le droit des peuples à s'autodéterminer, ça c'est important, et l'intégrité des différents territoires, ça aussi c'est important. Et donc, pour ceux qui estiment que les peuples ont le droit de s'autodéterminer, eh bien, ils estiment que c'est tout à fait normal qu'ils demandent à adhérer à la Russie. Pour ceux qui estiment que c'est pas normal, ils voteront contre, donc c'est tout à fait normal. Est-ce que cette annexion officielle par la Russie de 4 provinces ukrainiennes, ça ne risque pas de donner aux Africains l'image d'une Russie impérialiste? Non, pas du tout. La Russie a été anticolonisatrice. Pour nous, c'est un CV qui pèse lourd dans notre analyse et dans notre rapport avec la Russie. Oui, mais ça, c'était il y a 60 ans, Awa Domelo. Je parle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la Russie ne fait pas autre chose que se mettre du côté des forces progressistes qui luttent pour faire sauter les derniers boulons de la colonisation. Vous savez, la décolonisation est un processus, ça a commencé en 60, mais il y a des liens coloniaux qui existent, notamment au niveau du CFA, au niveau de la présence militaire française, au niveau de l'économie des matières premières. Il y a des liens coloniaux qui doivent disparaître. Ce n'est pas normal que jusqu'aujourd'hui, une armée qui a été à l'avant-garde de la colonisation du continent africain continue de résider sur le sol africain. Dans les pays anglophones, vous ne verrez plus ça. Ce n'est pas normal que le franc CFA qui a servi à coloniser l'Afrique serve aujourd'hui à pérenniser, je dirais, la France-Afrique. Pour moi, c'est des aberrations de l'histoire qui doivent disparaître. Êtes-vous hostile à toute présence française en Afrique? Non, pas du tout. Moi, je parle bien le français et je crois que la France a un atout, c'est justement qu'elle partage la même langue que beaucoup de pays africains. Je fais ma formation en France, j'estime qu'il y a de très bonnes écoles en France que nous devons utiliser, il y a de bons laboratoires en France, il y a de bons produits français que nous devons continuer à développer, mais nous estimons qu'il y a des liens coloniaux qui doivent disparaître, c'est tout. Ce mardi, à Washington, s'ouvre un sommet États-Unis-Afrique. Est-ce que les Américains n'ont pas des arguments
arguments à la fois politiques et économiques beaucoup plus importants que les arguments russes sur le continent africain. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est une situation qui, justement, favorise le continent africain. Voyez-vous, les États-Unis se réveillent brusquement pour proposer un sommet et pour faire encore des propositions. Eh bien, c'est bon à prendre. Et donc, nous avons une panoplie de propositions. Et je pense que c'est à l'Afrique de choisir le meilleur pour son continent. Et quand vous dites que les Américains se réveillent brusquement, voulez-vous dire que c'est à cause de la crise internationale provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie? On constate qu'il y a coïncidence et on constate que la position de l'Afrique a beaucoup gêné les Américains et les Occidentaux. Et je constate qu'on convoque les Africains justement pendant cette période de crise-là ukrainienne. Et donc, on va voir ce qui va sortir de là-bas. Alors, il y a eu un sommet Russie-Afrique, c'était à Sochi en 2019. Oui. Est-ce qu'il y aura un nouveau sommet Russie-Afrique en 2023? Tout est bon à prendre. C'est à nous de prendre le meilleur de chaque offre. Parce que l'Afrique n'a pas à choisir un camp ou un autre, alors que les besoins de l'Afrique sont tellement énormes que même aucun bloc ne peut satisfaire ces besoins-là. On a besoin que tous les blocs se mobilisent autour du continent africain. Et donc, pour nous, tout est bon à prendre. Donc, il y aura un sommet Russie-Afrique en 2023? Eh bien oui. Et ce sera quand, dans l'année 2023? Je n'ai pas la date précise, mais on le saura bientôt. Et ce sera en Russie, hein? Ce sera probablement en Russie. D'ici la fin de l'année 2023. Oui, exactement. Sur le plan économique, justement, en tant que représentant des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, quels sont les grands projets d'infrastructure que vous portez actuellement? D'abord, les projets d'infrastructure, c'est des projets qui sont dans l'agenda 2063 de l'Union africaine en priorité, et aussi les projets que nous négocions directement avec les pays cibles qui ont été choisis pour les premières actions. Et donc, dans l'agenda 2063, c'est vraiment les grands projets d'infrastructure d'interconnexion entre les États africains. Et donc, ces infrastructures d'interconnexion, ça concerne aussi bien les autoroutes, les routes, les chemins de fer, la télécommunication, l'énergie et tous les autres services connexes. Et donc, c'est ces grands projets-là qui constituent le portefeuille de projets qui sont la cible des pays des BRICS vis-à-vis de l'Afrique. Vu son poids économique, est-ce que la Chine n'est pas le poids lourd des BRICS aujourd'hui en Afrique, peut-être au détriment de la Russie d'ailleurs? Évidemment que la Chine est le poids lourd, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et nous devons faire de telle sorte que tous les pays des BRICS augmentent leur intervention en Afrique pour qu'on puisse rattraper très vite notre retard en matière d'investissement en infrastructure et en industrie. On dit que les investissements russes en Afrique ne représentent que 1% de l'ensemble des investissements venus de l'étranger sur le continent africain. Est-ce que cela ne montre pas qu'en réalité, le poids économique de la Russie est très faible? Mais il faut comprendre un peu la logique russe. L'Union soviétique a eu pendant longtemps une politique d'autosuffisance, c'est-à-dire produire pour les besoins. C'est le slogan socialiste. Et donc c'est avec Poutine qu'il y a eu un véritable patronat qui s'est développé, ce qu'en Occident on appelle des oligarques. Et donc c'est maintenant que le patronat s'organise pour affronter le marché international. Donc pour nous, ça devient une opportunité. Et donc c'est tout à fait normal que le poids de la Russie soit faible, mais notre souhait, c'est que ce poids-là augmente, parce que je dis, les besoins de l'Afrique sont énormes. Et est-ce que la Russie n'a pas tendance à se cantonner en Afrique à deux domaines qui sont la sécurité et les matières premières? Mais c'est le domaine traditionnel. Aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est qu'on définisse une nouvelle politique et qu'on développe une nouvelle coopération avec la Russie pour que la Russie intervienne aussi dans d'autres secteurs qui puissent permettre à l'Afrique de combler son déficit. Awa Domelo, merci.